Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo, alors qui interviendra de temps en temps. Donc les vidéos HS, à savoir hors série, qui seront des vidéos simplement dans lesquelles je réagirai à certaines choses que je peux voir, non seulement dans l'actu, mais globalement en fait dans la vie de tous les jours. Et qui seront des vidéos sans montage. Donc il n'y aura pas d'intro, il n'y aura pas trop de coupures, il n'y aura pas de générique, et puis il n'y aura pas de préparation. C'est-à-dire que là, je commence cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet particulier, mais j'ai rien préparé. Donc voilà, ça sera une vidéo un peu, parfois ça sera un peu coup de gueule. Parfois ça sera un peu coup de gueule parce que c'est surtout ça en fait. Des choses qui me font réagir, ça sera rarement en vérité pour des trucs qui me semblent positifs. Voilà. Donc pas de montage. Donc parfois je partirai un petit peu en live et je chercherai mes mots, mais c'est pas grave. En principe, j'ai l'esprit assez lucide pour savoir ce dont je veux vous entretenir. Oui, donc alors pour le sujet d'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu ça récemment. Moi, j'étais pas au courant, mais j'ai vu passer ça sur Internet et c'est comme ça que je l'ai appris. Il y a une émission sur M6 qui s'appelle 66 minutes, qui ont fait un reportage en fait sur les survivalistes. Les survivalistes, et le reportage était sous-titré, je crois, ils vivent dans leur monde, ou un truc comme ça, ils vivent dans leur monde. Alors, c'est un reportage qui était calé entre deux autres reportages, donc calé entre les aveux de l'autre fils de chien là, qui a tué sa femme, et un reportage sur la grossophobie. Voilà, donc tu vois, les faits de société, je vous laisse imaginer le truc. Donc nous, les survivalistes, entre guillemets, on est calé entre ces deux trucs, pour un reportage de 25 minutes. Donc j'ai regardé ce reportage. Alors que ce soit pas la première fois que qu'on fasse un reportage sur les survivalistes en racontant n'importe quoi, en nous faisant passer pour des hurluberlus à moitié illuminés, c'est une chose. Mais le problème, c'est quand en fait un reportage est une telle succession de d'erreurs et je pense, de souhaits de réalisation du journaliste, des journalistes, pour discréditer les survivalistes, ou du moins ceux qui ont ce mode de vie, les survivalistes et les autonomistes, hein, parce qu'il y a un gros parallèle qui est fait entre les deux dans le reportage, mais en vérité, on va voir que c'est pas si évident que ça. Donc en fait, le problème, c'est ça. Le problème, c'est que, encore une fois, voilà, il y a eu un reportage qui a été fait, et que c'est de la connerie, et que manifestement, ils y connaissent rien, quoi. Ouais, donc le reportage commence avec les phrases à la con des journalistes, hein, ils sont 150 000 en France. Ils croient que nous allons être attaqués au cours d'une guerre nucléaire, ou que demain ce sera l'apocalypse, des conneries comme ça, ok. Pour présenter les survivalistes comme étant forcément non pas seulement des déclinologues, mais des catastrophistes, hein, des gros anxieux en fait, hein, disons-le. Et le reportage en fait commence comme ça, mais nous présente en tout premier donc un mec qui vit dans la forêt, dans une maison dans la forêt, un petit peu isolée, avec des animaux, qui a un mode de vie, comme il le dit lui-même, plutôt à l'ancienne, plutôt comme le faisaient en fait nos ancêtres, donc un mode de vie simple et plutôt autonome, en sachant que le mec, en fait, de lui-même, se présente pas forcément comme un survivaliste, mais plutôt comme un autonomiste. Et en fait, dès ce moment-là, le reportage prend une dimension fallacieuse. Parce qu'en fait, on peut tout à fait être un autonomiste sans être un survivaliste, en fait. Le survivaliste, c'est quelqu'un qui va effectivement se préparer à survivre en cas de problème, d'accord. Un autonomiste, eh ben, ça peut être comme n'importe quel petit vieux que vous pouvez rencontrer à la campagne, qui ont l'habitude d'aller chercher de l'eau machin dans une source, de cultiver leur potager pour se faire leur soupe, et de vivre avec très peu. En fait, utiliser comme ça la méconnaissance survivaliste et autonomiste, c'est vraiment un truc de journaliste,
Et déjà voilà, dès le départ, c'est assez risible. Alors bon, le mec présente quand même un barbu sympa. En plus, il a l'air d'avoir les pieds sur terre et d'être assez passionné et doué dans ce qu'il fait. Donc il montre un petit peu ce qu'il fait. Bah, il fauche de l'herbe pour la donner à ses bêtes. Il a sa cabane dans la forêt dans laquelle il va dormir de temps en temps. Chez lui, c'est tout en bois. On voit qu'il est très bricoleur et tout ça. Donc il se débrouille très bien tout seul et il explique qu'en fait sa démarche à lui, c'est pas de se planquer avec un fusil AR-15 en attendant la guerre mondiale pour tirer sur des gens, d'accord. Sa démarche à lui, c'est de ne pas forcément attendre après le gouvernement et la mairie de sa commune s'il y a un problème. Voilà. De dire effectivement, s'il y a un souci, eh ben, tout le monde va aller à la mairie ou quoi, dire mais on n'a plus à manger, on n'a plus à boire. Et lui, sa démarche, c'est de dire simplement, voilà, je veux pas faire partie de ces gens-là qui vont se galérer, donc je commence à vivre en autonomie. Et par ailleurs, il y a un truc différent aussi à comprendre entre les survivalistes et les autonomistes, c'est qu'un survivaliste n'est pas nécessairement un autonomiste dans le sens où il se prépare à un éventuel conflit en stockant par exemple des vivres et en peut-être vivant de façon tout à fait conforme. On va le voir plus tard. On va le voir plus tard parce que notre sympathique survivaliste qu'on suit dans le reportage va aller à Paris, au salon du survivalisme. Parce que je vous en ai parlé dans une vidéo, et puis vous le savez sans doute, le salon du survivalisme se tient ou se tenait actuellement à Paris. Voilà, donc avec toutes les nouveautés, tout ça, machin. C'est assez intéressant en soi. Hein. Donc notre bon survivaliste des bois va à Paris, et là encore une fois, un truc que font toujours les journalistes, et ça c'est un putain de truc d'urbain insupportable, c'est de montrer quelqu'un qui vit à la campagne, d'accord, de le montrer arriver à Paris, et de le montrer en fait perdu dans le métro ou dans les rues. Ça c'est putain d'insupportable, parce qu'en fait, c'est un foutage de gueule inacceptable dans le sens où, quand les campagnards, quand les urbains viennent à la campagne et qui se mettent à pleurer parce qu'il y a une sauterelle qui se pose sur leurs jambes, d'accord, on voit beaucoup moins ce genre d'image à la télé. Alors voilà, on a déjà eu deux foutages de gueule inacceptables. C'est de dire que... Ah, il y a une bestiole, je crois. Mon chien va aller voir. Deux choses inacceptables. C'est de dire que les survivalistes sont des gros anxieux comme ça, qui ont peur d'un conflit mondial ou d'une catastrophe de l'apocalypse, alors que le mec en parle pas vraiment. Le survivaliste en parle pas vraiment. Et deux, de le présenter et de se foutre gentiment de sa gueule parce qu'il est paumé dans le métro parisien. Eh ben oui, parce que voilà, excusez-moi, Paris, les rues de Paris et le métro de Paris, je veux dire, c'est difficile de se retrouver dans ce gros sac poubelle, faut reconnaître les choses. Donc voilà, et surtout, faut bien que les urbains et les Parisiens comprennent une chose, c'est que c'est une purge pour des gens qui ne sont pas parisiens et pas urbains, de se retrouver dans ce sac de nœuds dégueulasse qu'est Paris. Voilà. Oui, alors j'aurais aimé vous mettre des images du reportage, mais c'est pas possible parce qu'apparemment, je crois que M6, ils font constamment sauter les vidéos si on utilise leurs images. Mais bon, c'est pas grave, vous irez le voir vous-même. Vous allez sur truc, ou alors n'allez pas le voir parce que ça vaut pas le coup. Mais voilà. Alors après, autre chose aussi quand même importante, vous savez que je suis le premier à critiquer les survivalistes quand ça va, selon moi, dans des extrémités un peu grotesques. Voilà, j'ai souvent utilisé l'image justement du survivaliste planqué dans son bunker avec son flingue sur les genoux, en train d'attendre, voire d'espérer la guerre mondiale, parce que finalement il s'est préparé toute sa vie à ça, et que si la guerre mondiale n'arrive pas, ou la catastrophe quelle qu'elle soit n'arrive pas, et ben finalement sa vie n'aurait plus aucun sens. Je suis le premier à avoir critiqué ça, mais ça va être intéressant parce que notre bon survivaliste donc arrive au salon du survivalisme, ok, à Paris,
Et alors là c'est la fiesta de l'imbroglio, quoi, pour le journaliste. Il devait être là, putain, mais l'équipe de journalistes, alors moi que j'imagine comme des urbains avec des corps de phasme, ils devaient être là. Pour eux, ça devait être la fiesta de l'incompréhension, et puis la fête au gogol, parce ils devaient se dire, voilà, tous les gens qui sont réunis ici sont des illuminés, et là on va faire de l'image et ça va être génial, quoi. Donc bref, le salon du survivalisme, donc toutes les nouvelles inventions, et là le méli-mélo incroyable en suivant notre survivaliste, entre les couteaux, les bunkers, les pailles les pailles filtrantes, les armures de protection anti munitions et tout ça, et tout ça bien sûr mis dans le même lot, d'accord. Tout ça mis dans le même lot. Et en fait ils se tirent eux-mêmes une balle dans le pied, parce que en mélangeant tout ça, ils prouvent qu'ils ne savent rien de ce qu'est le survivalisme et l'autonomie. Alors, on va voir par exemple un vendeur qui présente une paille filtrante, d'accord, apparemment très performante, hein, apparemment très performante, qui explique que avec ça, il peut boire donc dans les mares les plus sales, il n'hésiterait pas à boire même sa propre urine filtrée avec la paille filtrante. Et tout ça, pour des gens qui ont essayé ces pailles filtrantes et les filtres Sawyer par exemple, on sait que ça fonctionne, hein. Voilà, si vous avez déjà fait ça, un peu de vie sauvage, de survie, par exemple forestière ou en montagne, vous avez tous fait ça. Et vous avez tous bu avec des pailles filtrantes et tout ça. Donc on sait que ça marche. Mais là, voilà, il y a encore le petit trait d'humour avec le vendeur qui dit ah oui, bah oui, mais moi je peux boire mon pipi avec ma paille filtrante. Et ça les fait beaucoup rire, les journalistes. Ok. Donc ça, et puis au milieu, bah voilà, notre survivaliste, bah, qui aime les couteaux, d'accord. Alors il aime les couteaux, il aime les arbalètes, il aime les arcs, et c'est vachement bien, tu vois. Mais c'était très intéressant, mais j'ai eu peur pendant 2 secondes, parce que d'autres reportages dans le genre avaient, osé faire le lien. J'ai eu peur pendant 2 secondes que ça bascule sur quels pourraient être les penchants politiques de notre survivaliste qui aime tant les armes, parce qu'ils en sont capables. Donc, fort heureusement, ils l'ont pas fait. Fort heureusement, ils l'ont pas fait. Et là, on nous présente 2 autres vendeurs qui viennent. Bon, c'est peut-être tout un peu décousu là, parce que je vous dis, j'ai rien préparé, mais bon, je pense que ça se. Ouais, si, ça se suit bien. On nous présente 2 autres vendeurs qui vendent un bunker, d'accord, un bunker anti-atomique pour 100 000 euros. Ok. Alors là, pareil, le parallélisme en fait est fait entre l'autonomie en fait et la survie. Parce qu'en fait, on voit très bien que les types qui sont prêts à acheter des bunkers sont pas du tout ceux qui vont aller, dès qu'ils ont le temps, dans la forêt, couteau à la ceinture et justement avec une paille filtrante, aller se galérer dans la forêt, à ramper dans les ronces et à construire des cabanes, mais que c'est simplement des gens qui flippent, qui veulent acheter donc un bunker à 100 000 balles. Les bunkers d'ailleurs sont équipés de vivres, donc des gros packs de nourriture lyophilisée pour des semaines, des canettes. Non mais ça c'est ridicule dans ce reportage, ça m'a fait rire. Des canettes d'eau, mais vous voyez, genre format canette de Coca-Cola, des canettes d'eau consommables jusqu'en 2073. Non mais est-ce qu'on est sérieux? Mais à quel moment en fait, tu vas t'encombrer en fait de canettes d'eau consommables jusqu'en 2073 dans un bunker de 20 mètres carrés qui coûte 100 000 balles? Et est-ce que tu imagines la quantité de canettes d'eau jusqu'à 2073 qu'il faut si tu t'enterres dans ton bunker de 20 mètres carrés? Et ça, mais c'est de la putain de connerie en fait. C'est de la putain de connerie, c'était drôle. Voilà. Donc en fait, mettre en parallélisme ça avec des techniques
de survie et d'autonomie. Par exemple, justement, les pailles filtrantes. Après, il montre aussi un mec qui fait des stages d'apprentissage de survie. C'est pas mal aussi, où il explique un petit peu des choses aux gens. Alors après, les stages de survie, là, 400 € les 3 jours, là, bon, on en pense chacun ce qu'on veut, hein, franchement, bon, voilà. Je vais pas dire du mal, parce qu'il y en a qui font ça que j'aime bien, mais bon. Enfin bref, voilà, donc le salon du survivalisme et ce reportage, c'était un gros foutoir, quoi. Et puis voilà, ceux qui te présentent le bunker, ils te présentent aussi les armures de protection. Mais des armures de protection, en fait, qui te protègent, voilà, juste la poitrine, quoi. On dirait, tu sais, vous savez, les armures des barbares femelles, les barbares femmes dans les jeux vidéo, quoi. Avec juste les nichons qui sont couverts de plaques de métal. Mais c'est d'une stupidité, mais c'est incroyable. Enfin bref, et les journalistes qui surenchérissent dessus en disant oui, machin, ils présentent des protections high-tech, je sais pas quoi, machin. Enfin bon, c'était ridicule. Mais au milieu de ça, effectivement, t'avais des autonomistes, je pense, et peut-être même des survivalistes honnêtes, mais le fait de faire ce parallélisme constant entre le survivaliste qui est juste en fait le vrai anxieux d'un conflit atomique et le mec qui est autonomiste et qui choisit d'autonomiser sa vie quotidienne à côté de celui qui va acheter son bunker mais qui à côté de ça va continuer Uber Eats, Starbucks et sa petite vie urbaine. Ça n'a rien à voir, voilà, ça n'a absolument rien à voir. Et après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je critique pas les gens s'ils veulent s'acheter des bunkers à 100 000 balles, mais bon, voilà, c'est hors propos, quoi. Hors propos. Oui, alors bon, voilà, donc le reportage, c'est une chose, hein, c'était de la merde, mais il y a autre chose que le reportage. Forcément, vous savez, sur Internet, notamment sur Facebook, des réseaux comme ça, les chaînes de télé mettent des petits bouts de reportage pour inviter à aller le regarder. Et par ces petits bouts de reportage survivalisme sur 66 minutes, là, on voit tous les commentaires en dessous. Alors les commentaires sur Internet, c'est pas une nouveauté qu'il y ait énormément de commentaires à la con, mais là, je dois dire que c'était quand même particulièrement épicé, quoi. Et c'est toujours des commentaires, étonnamment, de gens qui sont, à mon avis, plutôt urbains et qui ont un regard comme ça sur les autonomistes ou les survivalistes en disant mais oui c'est ça, ils sont dans leur monde, qu'est-ce qu'ils s'imaginent, qu'est-ce que tu vas faire en cas de guerre avec ton arc dans ta forêt, qu'est-ce que tu vas faire avec ta paille machin s'il y a l'apocalypse. Eh ben il fera beaucoup plus que toi, hein, espèce de sombre tache qui t'est mis à pleurer en fait parce qu'il n'y avait plus de PQ au magasin ou de pâtes pendant la crise du rhume 19 en fait. Voilà. Parce que c'est ça la vérité. La vérité des choses, c'est que c'est toujours les autonomistes, c'est toujours des gens dont on se fout constamment, mais en fait qui sont euh, les moins euh, les moins présents quand il faut venir pleurer en fait. Parce qu'ils s'efforcent de mettre en place des techniques pour dépendre de personne. Hein. Ce qui n'est pas le cas justement de toutes les chouineries qu'on a à chaque fois que quelqu'un a un pet de travers. Parce que toutes les crises, donc le rhume 19, les histoires de merde avec le pétrole, là, quand il n'y avait plus d'essence nulle part, bah, attendez, les autonomistes, ils ont de l'essence stockée. Voilà, les autonomistes ont de l'essence stockée, ou alors ils ont des moyens de se déplacer variés, d'accord. Donc, c'est toujours ceux qui viennent critiquer, qui viennent se foutre de notre gueule, en fait, qui finissent par pleurer. Et j'espère bien, d'ailleurs comme le disaient tous les survivalistes et tous les autonomistes, en tout cas, dans ce reportage, on espère bien qu'il n'y aura pas de problème, qu'il n'y aura jamais de catastrophe. Hein. Parce que effectivement, ça impliquerait, bon, bah, pour nous, ça impliquerait de savoir quand même se débrouiller un certain temps, mais ça impliquerait de
comment dire, de subir et de voir en fait la misère et l'horreur de l'autre, ce qui est très difficile à supporter parce que même quand on est autonomiste, qu'on se dit bon, je vais mettre en place des méthodes d'autonomie pour me débrouiller s'il y a un problème. Et puis bah, les autres, ils devraient faire pareil, mais ils s'en foutent. Ils préfèrent se foutre de notre gueule plutôt que de se préparer. C'est difficile. Par exemple, pour un catholique comme moi, ça serait difficile, même si j'ai mis en place des moyens d'autonomie. Pour un catholique comme moi, ça serait difficile de me dire bon, bah, mon voisin, il a passé son temps à me cracher dessus et à se foutre de la gueule des autonomistes. Et maintenant, je vais le laisser dans sa merde. Et il va se débrouiller, il va souffrir et mourir, quoi. Parce qu'il n'y aura ni eau, ni bouffe. Donc voilà, le problème, c'est qu'en fait, on se fout de notre gueule, mais quelque part, si un jour il y a vraiment un gros problème, eh ben, ça va être nous qui allons être appelés, en fait, à peut-être faciliter des situations. Donc voilà, ça c'est un peu agaçant en vérité. Donc voilà, donc le bal des commentaires à la con et surtout le commentaire qui revenait, c'était bon, ils se préparent pour des guerres, pour une guerre, machin, ils pensent qu'ils vont se faire attaquer. Mais bon, il n'y aura pas de guerre, qu'est-ce qu'ils croient, ils s'imaginent, c'est des gamins, ils veulent jouer à la guerre, machin, tout ça. Il n'y aura pas de guerre. Il n'y aura pas de guerre. Je dis pas qu'il y en aura. Et personne dit qu'il y en aura. Mais il y en a eu d'autres en Europe comme ça qui se sont dit il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de guerre. Hein, il me semble que les Ukrainiens, alors pas tous, parce que les Ukrainiens du Donbass, les Ukrainiens russophones, eux, ça fait 8 ans qu'ils étaient en guerre, bon même plus maintenant, et qui savaient qu'un jour ça allait péter, mais tous les Ukrainiens classiques de Kiev, tout ça, eh ben, ils vivaient comme nous. Hein. C'était Uber Eats, c'est Starbucks, et on va bouger son cul le samedi soir, machin, et on a nos petits appartements avec nos petits Netflix, et il n'arrivera rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait quand Poutine il est arrivé à fond dans leur cul jusqu'à ce qu'ils en aient des aigreurs d'estomac? Eh ben en fait ils se sont dit mais attendez, on est démunis. Comment on va faire? Comment on va faire? Et ben maintenant il y a des villes complètes qui sont rasées, il y a eu des villages où les gens avaient plus d'eau, avaient plus de bouffe, et ils ont dû s'enfuir pour beaucoup. Les hommes sont partis au front se battre, et les femmes et les enfants ont dû s'enfuir et sont partis en France et ailleurs en Europe. Voilà. Et c'est en Ukraine, c'est pas loin. Et c'est des gens qui s'attendaient pas du tout. Encore une fois, attention, hein, pas les Ukrainiens du Donbass, mais les Ukrainiens du reste de l'Ukraine, s'attendaient pas à ça. En tout cas, dans les années qui précédaient. Mais bon, bien sûr, il y a le conflit qui ils l'ont vu arriver dans les semaines qui ont précédé les premières attaques. Mais même là, dans les semaines qui ont précédé les premières attaques, il y avait une espèce d'angoisse qui restait trop légère en fait. Qui restait trop légère en se disant on espère que, on verra. Et moi je suis persuadé que même à ce moment-là, ça devait continuer avec Uber Eats, Netflix et voilà quoi. Voilà. Donc j'espère encore une fois moi non plus qu'il n'y aura pas de problème. Mais parce que pour ma famille et pour mes proches, pour tout le monde. Parce que qu'est-ce que c'est la vie d'un autonomiste ou d'un survivaliste qui se prépare? C'est très souvent préparer la, la préparer un potentiel moyen de survie pour sa famille en pensant par exemple sa femme, ses enfants, en tout cas son compagnon, ses enfants. Euh, et mais on pense pas forcément ou on peut pas ou difficilement penser à toute notre famille, nos parents, nos frères et sœurs, nos cousins, tout ça, et nos amis, voilà. Parce que parfois ils font même eux partie des gens qui nous trouvent un petit peu allumés du cerveau quoi. Moi je sais que dans ma famille il y en a qui pensent je suis un petit peu allumé là-dessus et dans mes amis aussi. Mais voilà, mais on aimerait aider tout le monde. Mais le problème, c'est que c'est très agaçant de se faire cracher dessus constamment et d'avoir la sensation et même la conviction que ce sera à nous
de rattraper les conneries s'il y avait un problème. Voilà. Ça, c'est insupportable, putain. Donc, voilà, on se comprend, et puis voilà, c'est franchement, ces documents, ces reportages là, c'est insupportable. C'est insupportable parce que c'est toujours con, c'est toujours orienté, et puis il n'y a pas de recherche de vrai fond. Alors après, si vous connaissez, vous, des reportages très intéressants sur le sujet, il y en a, mais des reportages intéressants sur le sujet qui passent sur les grandes chaînes publiques. Là, j'en doute un petit peu plus. Bon, bah mon chat Jack nous a rejoint pour cette fin de vidéo. Donc fin de vidéo. Donc bon, bah voilà, c'était du coup un nouveau format de vidéo HS hors série. Donc je vais pas m'emmerder, je vais même pas les numéroter les hors série. Ça sera HS quelque chose. Et ça change pas la poursuite normale des prochaines vidéos. Donc prochaine vidéo, ça sera la vidéo numéro 29. Vidéo numéro 29, on va faire du bushcraft et ça sera la suite de la vidéo quelques rudiments de bushcraft. Ok, donc vidéo 29 du bushcraft et à venir donc la vidéo 30. Et vous savez que toutes les 10 vidéos, je fais un barbecue dans la forêt où je discute et tout ça. Et là, je vais faire un truc un peu spécifique pour cette 30e vidéo dans la forêt. Je ferai toujours un barbecue. J'espère que vous m'entendez parce que là, il y a du vent. Je ferai toujours un barbecue à ceci près que pour animer cette vidéo, je vais répondre, si ça vous tente, à vos questions. Alors si vous avez des questions à me poser, quelles qu'elles soient, n'hésitez pas, hein, même des questions, toutes les questions qui vous passent par la tête, n'hésitez pas à me les poser dès maintenant. Alors vous me posez les questions en dessous de cette vidéo par exemple, ou en message privé sur Instagram, ou en message privé sur YouTube. Je sais pas si c'est possible d'envoyer des messages privés sur YouTube. Enfin bref, vous me notez, oui, question pour la 30e vidéo, 2 points, et vous me notez votre question. Comme ça, moi, je les note. Et toutes vos questions, même si vous en avez plusieurs par personne, hein, c'est pas un problème, j'essaierai de répondre à un maximum de questions, tout en faisant un barbecue sympa. Ça devrait être très très cool pour la 30e vidéo, je pense. De toute façon, quoi qu'il arrive, je vous rappellerai ça par des messages et j'en reparlerai à la prochaine vidéo Bushcraft. Et puis voilà. Donc j'espère que ce nouveau format de vidéo vous plaît. Alors bien sûr, ça va être des vidéos dans lesquelles je vais juste parler, hein, les vidéos hors sujet. Donc voilà quoi. Mais là, il fallait que j'en parle parce que franchement, c'est trop. C'est trop. Le coup des reportages à la con, c'est trop. Bon allez, j'arrête là-dessus, il y en a marre. Prenez soin de vous et à la prochaine. Salut.